Oui, le problème c'est de savoir est-ce que les carottes de la retraite seront cuites et de quelle façon et à quelle sauce et à quelle cuisson. Et oui, on est en plein suspense. Édouard Philippe va arriver d'un moment à l'autre. Il est au Conseil économique et social et il va expliquer effectivement ce que le gouvernement compte faire de la retraite et ça concerne évidemment tous les Français. Alors, cotisation, qu'est-ce qui va se passer pour les cotisations? Âge pivot ou pas âge pivot? Quel âge? 64, 65, 62, etc. Et la durée, donc. Et puis, effectivement, le point, retraite par point, mais comment, de quelle manière? Tout ça est resté, ça fait des semaines qu'à Sud Radio et partout, on vous parle de cela, on vous dit quelles sont les perspectives, on vous dit ce qui peut arriver. Mais en fait, c'est resté encore dans un certain flou, même si des fuites ont été organisées dès hier, etc. Mais rien n'est dit. Et surtout, est-ce que ça va être en 1975, pour les gens qui sont nés en 1980, 85, quid des régimes spéciaux? Est-ce que ça va être le système universel ou un système, encore une fois, on va sauvegarder certains régimes, la pénibilité, etc., la politique démographique, elle va être quoi? Toutes ces questions vont être posées, et avec nous, il y aura Jean-Baptiste Giraud, économiste distingué. Salut Jean-Baptiste, tu es avec nous, c'est Sud Radio. Il y aura avec nous Christian Eckert. Alors on est très heureux d'avoir Christian Eckert au téléphone. C'est l'ancien élu local et régional socialiste, député 7 ans, et qui a été surtout secrétaire d'État au budget et aux comptes publics de 2014 à 2017 avec François Hollande, et qui a beaucoup de choses à dire sur cette histoire des retraites. Et puis nous aurons aussi... Bonjour Christian Eckert. Vous avez d'ailleurs jeté un sacré pavé dans la mare, on va en reparler tout de suite. Et puis Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP. Bonjour Agnès. Et voilà, on va essayer avec effectivement au su des déclarations de Gérard Philippe, mais avec vous tout au long de cette émission, et avec Jean-Baptiste Giraud, et avec toute la Dream Team, avec Jean-Marie Bordry, avec Clémence Oudiakova, avec Lucille Montier, on va essayer de décrypter, d'analyser ce que les déclarations de Édouard Philippe, qui ne va pas tarder, effectivement, à prendre la retraite. Mais voilà, il commence, Édouard Philippe. Sur Sud Radio, édition spéciale, le Premier ministre Édouard Philippe qui nous détaille cette réforme des retraites dans un instant, qui va commencer à prendre la parole. Évidemment, chers amis, on reviendra tout de suite après en compagnie de nos invités. Avec André Berkoff, vous aussi, vous nous appelez d'ailleurs au 0826 300 300. Édouard Philippe sur Sud Radio. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental. Le temps est venu de construire un système universel de retraite. Le président de la République l'a annoncé pendant sa campagne. Depuis 2 ans, avec Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye, nous avons rencontré les partenaires sociaux, nous avons discuté avec les Français dans des dizaines d'ateliers citoyens. Nous les avons écoutés, nous les avons entendus. Le projet que je vous présente aujourd'hui n'aurait pas été le même sans leur contribution, et je veux, au-delà des désaccords qui demeurent, commencer par les en remercier. Nous proposons un nouveau pacte entre les générations. Un pacte fidèle, dans son esprit, à celui que le Conseil national de la Résistance a imaginé et mis en œuvre après-guerre pour créer le système de retraite actuel. Il en refonde profondément les règles pour corriger les injustices, pour l'adapter aux nouvelles trajectoires de carrière, pour prendre en compte les nouvelles précarités, mais il reste fidèle aux valeurs fondatrices. La France d'aujourd'hui, comme celle de 1945, veut être une France de solidarité. Une France où les travailleurs payent fièrement la retraite de leurs parents, en sachant que quand viendra leur tour, leurs enfants les aideront à vivre décemment leur retraite. Gouvernement, élus, syndicats, patronat,
associations, nous tous qui sommes réunis aujourd'hui dans cette chambre des corps intermédiaires et du dialogue social, nous nous retrouvons dans ce consensus. La France n'a pas fait le choix, et je crois qu'elle ne fera jamais le choix, du chacun pour soi et du tant pis pour les autres. Nous ne voulons pas confier le soin de nos anciens, la clé de nos retraites, à l'argent roi. Et c'est un choix fondamental, ancien, répété, de notre pays. Et même dans les désaccords qui se sont manifestés entre nous, j'ai vu que nous cherchions tous à préserver ce lien indéfectible entre les générations qui constitue, j'avais eu l'occasion de le dire devant vous au mois de septembre, l'illustration la plus éloquente de ce qu'est le pacte social. Dans le même esprit de consensus, et pour mettre un terme à la sémantique guerrière dans laquelle je vois bien qu'on aimerait nous entraîner, je voudrais dire que cette réforme, cette refondation, n'est pas une bataille. De par mon parcours familial, politique, et je dirais même géographique, je connais la culture de la lutte. Et je la respecte. Je sais ce que, dans notre histoire, la lutte, le combat syndical, ont permis d'obtenir pour les travailleurs. Mais je ne veux pas, dans la France d'aujourd'hui, fragmentée, hésitante entre optimisme et déclinisme, parfois heureuse et ailleurs en colère, entrer dans la logique du rapport de force. Je ne veux pas de cette rhétorique guerrière, je ne veux pas de ce rapport de force. Est en train de développer, et nous allons évidemment le suivre tout au long de cette émission et au-delà. Juste, je voudrais déjà demander à Christian Eckert. Christian Eckert, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Dites-moi, vous qui avez suivi cela, et vous avez fait, je voudrais en parler parce que vous avez fait une note, vous avez fait 2 notes d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de bruit, et vous dites quelque chose, et on va réécouter évidemment Édouard Philippe, mais vous dites quelque chose, vous dites en fait qu'il y a effectivement beaucoup d'argent quelque part dans la cagnotte. Vous savez, cette fameuse cagnotte, c'était celle de Lionel Jospin. Là, c'est la cagnotte des retraites. Expliquez-vous, vous avez même parlé de près de 150 milliards. Dites-nous, Christian Eckert, de quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ensemble des acteurs, y compris le Conseil d'orientation des retraites. Il y a aussi un fonds de réserve des retraites qui avait été constitué par Lionel Jospin. Oui. Ça fait un peu plus de 150 milliards. Les chiffres figurent dans le rapport du Conseil d'orientation. Mais surtout, ce que j'ai voulu affirmer, et merci de me permettre de le rappeler, c'est qu'il existe aussi un phénomène qui consiste à constater, personne ne le conteste, que la dette de la sécurité sociale sera éteinte en 2024. Et oui, c'est important ça. La dette, vous dites que la dette de la sécurité sociale sera éteinte en 2024, c'est ça? Celle qui a été logée dans la caisse d'amortissement de la dette sociale. Et nous payons d'ailleurs tous 0,5%, ça s'appelle la CRDS, oui. Connue, contribution au remboursement de la dette sociale, et les recettes de la CADES, qui aujourd'hui vont permettre d'amortir la dette sociale, vont se retrouver disponibles. Alors, il faut le mettre sur la table. Il faut dire que un peu plus de 20 milliards, 24 milliards, si j'en crois le président de la CADES, seront disponibles en 2024. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être pas baisser les prélèvements, peut-être mettre une partie de cet argent pour ce qu'on appelle ils seront disponibles. Et la dépendance. Oui. C'est d'ailleurs écrit là aussi dans un certain nombre de rapports. On dit qu'il faut 4 ou 5 milliards pour la dépendance, ok, mais il en restera une partie. Donc ça veut dire tout simplement que le discours qui consistait à dire une réforme est nécessaire pour maintenir l'équilibre du système est un peu forcé. D'ailleurs, j'observe que le gouvernement aujourd'hui n'insiste plus sur ces déficits
mais nous y reviendrons certainement. Je ne sais pas s'il y aura un âge pivot, il semblerait que oui. On va en parler, Christian Eckert, mais d'après ce que vous dites un peu forcé, mais en fait, ce qu'on peut dire, quand même, c'est que, sans forcer nous-mêmes, cette réforme n'était peut-être pas justifiée ou nécessaire aujourd'hui, puisque apparemment, en tout cas, il y a une élasticité et une marge de manœuvre. Mais il y a un certain nombre de souplesses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses à réformer. Bien sûr. Il y a d'ailleurs un certain nombre de choses positives. Le minimum à 1 000 € est un élément positif qu'il faut saluer. Oui. Le maintien, d'ailleurs, le Premier ministre vient d'y insister, on l'a entendu, d'un système par répartition est plutôt une bonne chose, même si on donne quelques coups de canif, on y reviendra peut-être dans le dispositif, notamment pour les hauts salaires, avec une cotisation qui ne sera plus obligatoire à partir de 10 fois le plafond de la Sécu, c'est un peu technique. Il y a quelques coups de canif, mais il n'empêche que quelques principes sont préservés, il y a quelques avancées. Faire une réforme pour avoir un système plus juste, on ne peut pas s'y opposer. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments très dangereux dans la réforme. Et on va attendre, bien sûr, de savoir complètement les détails, on va le commenter. Il y avait donc le temps. Et il y a aussi des éléments positifs. La vie s'allonge, c'est vrai. Il y a des réserves, je l'ai dit. C'est ça, il y aura vous des l'avez dit. disponibilités lorsque la dette sera amortie. Tout ça se compense peut-être pas entièrement, peut-être. Mais enfin, ça existe. Mais ça existe. Merci. Faut pas tirer la sonnette d'alarme sans regarder les éléments positifs qui sont aussi devant nous. Bien sûr. Merci Christian Eckert pour rester avec nous. On va en discuter. On revient peut-être effectivement on revient écouter Édouard Philippe. La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point pour garantir le niveau des retraites. J'ai entendu la crainte de ceux qui jugent le point plus abstrait que le trimestre et qui doutent de la préservation du niveau de leur pension dans la durée. Nous ne réussirons pas cette réforme sans gagner leur confiance. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. C'est un engagement du gouvernement, un signe de transparence et de confiance envers les partenaires sociaux. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Oui, alors Agnès Verdier-Molinier, c'était un des pivots, effectivement, de la réforme. On en parle beaucoup de ce point. Alors, et là, Édouard Philippe vient de s'engager. Il dit on s'engage à ce que le point on puisse pas toucher au point, en tout cas le baisser. Ce sera fait avec les partenaires sociaux, ce sera fait avec le Parlement. Mais alors fondamentalement, parce qu'on a entendu un jour François Fillon dire, justement il n'y a pas si longtemps, oui mais attendez les politiques, ok on peut hausser le point, mais on peut aussi le baisser et ça dépend du pouvoir d'achat. Qu'en est-il exactement, Agnès Verdier-Molinier? En fait, le système par points, il existe déjà en France. Oui. C'est l'ARCO-Agir que tous les Français qui travaillent dans le secteur privé connaissent. Oui. Puisque ce sont les retraites complémentaires. Et ça délivre une grosse partie des pensions des salariés du privé, puisque c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Donc c'est pas rien sur 300 milliards de retraites au total. Donc vous voyez bien que le sujet, on est déjà habitué à le voir débattu, puisque les partenaires sociaux, ce sont eux aujourd'hui qui gèrent l'ARCO-Agir, c'est pas l'État, ce sont les partenaires sociaux, ceux qui représentent les salariés, ceux qui représentent les employeurs. Et ils ont fait varier ce point ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on doit cotiser plus que les années antérieures pour pouvoir avoir le même droit à pension derrière. C'est lié aussi à un problème de démographie qui fait qu'on a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs qui financent. Donc, dire que le point va rester toujours le même dans les prochaines années, c'est illusoire, puisque d'ores et déjà, on l'a vu pour l'Agirc-Arrco, ça évolue dans le temps. Et l'idée d'un système qui est flexible et qui est adaptable, c'est aussi qu'il pérennise les pensions des générations futures. Si on a un système qui est non adaptable, eh bien, il dégrade les pensions des générations futures. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, le fait de s'engager à ce que le point ne bouge pas ne veut pratiquement rien dire. C'est en fonction du pouvoir d'achat, en fonction de tout cela, en fonction de l'économie. Ce que dit le Premier
Premier ministre, c'est en gros que les partenaires sociaux auront leur mot à dire sur la variation de ce point, comme c'est déjà le cas en fait avec les retraites complémentaires du secteur privé. Donc on est dans un système où on va aller vers peut-être encore de la négociation, mais il faut aussi se dire que tout dépend de l'âge. C'est-à-dire si on ne fait pas varier l'âge de manière suffisante, on sera obligé de dégrader le point. Voilà. Donc le sujet retraite, en fait, c'est un sujet qui est énormément lié à l'âge. Tout le monde le comprend. Bien sûr. Évidemment, c'est lié à l'âge de départ en retraite. Si vous avez un âge qui est si vous ne touchez flexible, pas à l'âge de la retraite, on voit bien ce qui peut se passer, comme vous le dites, voilà. Agnès. Ouais, c'est Mais ça. vous voyez bien aussi qu'en ce moment, il y a une sorte d'hypocrisie dans le discours, notamment des syndicats, parce qu'ils disent ce serait terrible qu'on puisse dégrader la valeur du point. Ok, mais en ce moment, si on fait rien, on va continuer à faire ce qu'on fait déjà depuis quelques années, c'est-à-dire geler les pensions. Geler les pensions, ça veut dire ne pas réindexer du coût de la vie. Agnès, restez avec nous. Édouard Philippe parle des régimes spéciaux, on l'écoute. Le deuxième grand principe de cette transformation, c'est l'équité et la justice sociale. J'entends ceux qui disent que notre système est le meilleur du monde. Il nous permet notamment d'avoir un taux de pauvreté chez les retraités parmi les plus faibles d'Europe, et c'est très bien. Et nous le préserverons. Mais ne fermons pas les yeux sur les injustices que notre société tolère depuis trop longtemps. Le monde d'aujourd'hui, en tout cas la France, se caractérise par un niveau de chômage encore important, et important depuis longtemps. Il se caractérise par le fait que les études sont de plus en plus longues. Et vous écoutez toujours Édouard Philippe qui nous détaille sa réforme des retraites en direct sur Sud Radio depuis le Conseil économique, social et environnemental. Plusieurs annonces qui sont d'ores et déjà tombées, on peut le dire, il confirme la fin des régimes spéciaux, notamment celle des ministres et des députés, les hommes politiques qui seront traités comme les autres, comme les écrivains, les informaticiens, les agriculteurs, etc. On est toujours avec André Berkoff. Et les journalistes, évidemment, c'est pas un régime spécial d'ailleurs, mais on est toujours avec Berkoff dans tous ses états. Nos invités, Agnès Verdier-Molinier et Jean-Baptiste Giraud, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Écoutez le discours d'Édouard Philippe sur les retraites au Conseil économique, social et environnemental. Et nous sommes avec Christian Eckert, Agnès Verdier-Molinier et Jean-Baptiste Giraud. On écoute Édouard Philippe. Je sais aussi l'attachement des Français au système de la réversion. Non seulement nous le préserverons et nous le généraliserons, mais nous l'améliorerons en garantissant aux conjoints survivants 70% des ressources du couple. Dernière chose, si nous nous engageons vers un âge d'équilibre, et j'y reviendrai, nous pourrons abaisser la borne des 67 ans qui est aujourd'hui l'âge d'annulation de la décote. Pour là encore ne plus pénaliser les femmes, et elles sont nombreuses, qui ont des carrières heurtées et leur permettre de partir plus tôt à taux plein. Et même plus tôt, et le cas échéant, avec une majoration. Il s'agit là aussi d'un progrès social majeur. 80 000 femmes chaque année sont contraintes d'attendre 67 ans pour liquider leur retraite parce qu'elles n'ont pas assez de trimestres travaillés. Ces femmes pourront à terme toucher leur pension 2 à 3 ans plus tôt. Alors voici les annonces. On voit déjà les annonces d'Édouard Philippe. Un système par points, chaque heure travaillée ouvrira des droits. Valeur du point fixée par les partenaires sociaux sous contrôle du Parlement. Et suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Jean-Baptiste Giraud, c'est une avancée ? Ça, on le savait déjà. Il a dit aussi que les femmes seraient, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme, en promettant des indemnisations, des prises en charge plus élevées qu'aujourd'hui. Malheureusement, tout ce que l'on a vu aujourd'hui sur le projet de réforme montre qu'au contraire, il y aurait beaucoup de femmes, et en particulier celles qui ont eu des enfants, qui seraient perdantes. En fait, le système donnerait un bonus aux femmes qui ont eu un enfant, mais toutes les femmes qui ont eu plus d'un enfant, or aujourd'hui la statistique est ce qu'elle est, une majorité de femmes a eu au moins 1,9 voire sur certaines époques 2 ou 2,1 enfants. Donc les femmes sans enfant ou avec un enfant auront un bonus, et toutes celles qui en ont eu, alors je ne vous parle même pas de celles qui en ont eu 3, 4, 5, 6, qui seront très lourdement pénalisées, puisque le changement de système, elle, va leur faire perdre des trimestres, et donc des trimestres aujourd'hui convertis en points. Non, tout ça, on le savait déjà. Je vous dirais bien que aujourd'hui, le sujet dont on va reparler, je pense, toute la journée,
c'est cette fameuse année à partir de laquelle les choses vont changer. Vous voyez, c'est pas un grand secret, je suis né en 72. Quand j'entends dans ma voiture que tout va se jouer en 75, eh bien, je deviens égoïste. Et la clé de cette réforme, et pour la faire certains passer, en 85 pour les régimes spéciaux, etc. ils deviennent égoïstes aussi. Oui. Et toute la clé pour arriver à faire passer cette réforme, c'est de s'appuyer sur deux choses que Machiavel a sûrement dû suggérer à tout futur chef d'État. C'est de jouer sur l'égoïsme, l'individualisme. Quand on coupe la population en disant avant 75, tu passes le coup près, après 75, eh bien tu vas être mangé. Et quand on ment, parce que tout ça en fait c'est du mensonge. Égoïsme, jouer sur l'égoïsme et jouer sur le mensonge, parce que évidemment que ce que l'on annonce aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on dira on est désolé, en fait, on s'est gouré, va falloir changer les règles. Donc c'est ça la clé, c'est ça l'annonce majeure d'aujourd'hui, ça date de 75. Eh bien justement, tiens, André Berkoff, Versailles, André Berkoff et Jean-Baptiste Giron, on va réécouter ce qu'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe sur la fin des régimes spéciaux. Les élus, les ministres seront traités exactement comme tous les Français, c'est normal. Et si vous voulez mon sentiment, c'est très bien ainsi. Et puis, il y a les régimes spéciaux. La mise en place d'un système universel implique la suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Je sais que de nombreux salariés de la SNCF et de la RATP, notamment, contestent cette ambition. Mais elle est au cœur du projet présidentiel, validé au moment de l'élection en 2017, de l'engagement pris... Alors, suppression, effectivement, des régimes spéciaux, et Édouard Philippe vient d'expliquer pourquoi et comment et l'engagement. Je voudrais revenir à Christian Eckert quand il dit, voilà, vous étiez ministre, secrétaire d'État au budget, quand il dit, voilà, les régimes spéciaux vont s'appliquer à tout le monde, y compris au Premier ministre, au Président de la République, aux fonctionnaires, etc. Vous pensez que c'est de la rhétorique, que c'est un peu pour saler bien le plat, Christian Eckert, ou ça va plus loin? Écoutez, c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, un certain nombre de bruits ou de fake news circulaient, notamment sur le salaire des ministres et sur leur droit à la retraite. Les ministres étaient tout à fait dans le cadre normal des fonctionnaires. D'ailleurs, je l'ai vérifié d'ailleurs, parce que j'ai liquidé personnellement ma retraite. Mais je crois que pour l'instant, je n'ai pas entendu de grandes nouveautés par rapport, ni même de grandes précisions par rapport à ce qui a été débattu ces derniers mois et même ces derniers jours. Là où les choses m'inquiètent, c'est que les fuites qu'on a entendues concernent non pas les régimes spéciaux, même si là on est en train d'essayer d'acheter en reculant l'âge de mise en œuvre, ceux nés avant 75 ou après 75. Ou 85, etc. Ou 85, là on essaie de calmer un peu, d'acheter, si j'ose dire, et c'est un peu malsain. Mais c'est la question de l'âge pivot qu'il n'a pas, je crois, encore évoqué dans son propos. Pas encore, on verra s'il le fait. Mais les fuites qu'on a entendues sur la question de l'âge pivot, c'est véritablement gravissime parce que, enfin, c'est d'une politique de gribouille. Si on dit, on a le droit de partir à 62 ans, mais il faut attendre 64, sinon on a une décote. Ça veut rien dire. En méthode de simplicité, puisqu'on a vanté la simplicité, ça me semble quand même est-ce que vous auriez été pour une clarté en disant, écoutez, aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, avec l'avancement, l'allongement de l'âge de la vie, etc., avec les progrès de la médecine, etc., etc. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de souplesses et de réserves, notamment avec la fin de l'amortissement de la dette. 24 milliards d'euros par an, c'est plus que les déficits annoncés par le corps. Même plus que le chiffre maximal avancé par le Conseil d'orientation des retraites. Donc on aurait pu se donner le temps. Alors qu'il y ait ensuite des uniformisations, on aurait pu se donner le temps. Il y a un contrat qui est passé. Quand vous rentrez dans un métier, que ce soit à la RATP ou si vous êtes danseur à l'opéra ou si vous êtes journaliste, vous rentrez dans une profession dans le cadre d'une convention collective. Il y a un engagement sur vos droits et toutes les modifications doivent être, si j'ose dire, compensées. Alors qu'on discute avec métier par métier, profession par profession, qu'on discute des conditions de l'évolution. L'exemple des enseignants, par exemple, qui n'a pas encore été très évoqué par le Premier ministre, et c'est pareil, on vous dit, oui, vous allez perdre de l'argent, mais on va le compenser par du salaire. Pourquoi pas? Je veux dire, on peut très bien
dire que les conditions de la retraite peuvent être compensées par un certain nombre d'autres éléments. Ouais. C'est le dialogue social. Mais par contre, dire vous êtes privilégié, donc on va vous supprimer la particularité qui résultait de l'histoire de l'entreprise, des conditions de votre métier. Certes, il n'y a plus de machines à vapeur, mais enfin, il y a encore des conditions d'exercice un peu difficiles à la SNCF pour certains métiers, peut-être pas pour tous. Tout ça doit être débattu et doit faire l'objet d'un accord social par des discussions avec les organisations syndicales. Bien sûr. Mais c'est ce qu'ils ont fait déjà. Christian Eckhardt, reste avec nous. Je vous propose qu'on écoute Édouard Philippe parler justement de ce fameux âge de départ. Continuer de partir 2 ans avant les autres. Nous maintiendrons évidemment ce principe de protection des carrières longues. Le futur système tiendra également compte de ceux qui, notamment pour des situations de handicap, ne peuvent plus travailler comme les autres. Nous allons étendre et améliorer la prise en compte de la pénibilité selon des critères qui seront les mêmes pour tous. Nous donnerons là aussi la possibilité aux personnes qui exercent des métiers usants de partir 2 années plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l'hôpital. Cela bénéficiera directement, par exemple, aux infirmiers et infirmières de la catégorie A qui travaillent de nuit et qui n'en tirent aucun droit aujourd'hui. Ensuite, nous abaisserons le seuil du travail de nuit afin que davantage d'agents puissent bénéficier d'un départ anticipé. Enfin, je souhaite que s'engage rapidement, sur la base du rapport Bellon qui me sera remis en janvier, la construction avec les partenaires sociaux d'une stratégie ambitieuse pour améliorer l'emploi des seniors et aménager les fins de carrière. Alors, on voit tout ça, pénibilité, effectivement, travail de nuit, handicap, un certain nombre de, effectivement, de garde-fous que donne Édouard Philippe, et c'est plutôt positif, pour aménager cet âge de la retraite, cet âge sur lequel on bute. Agnès Verdier-Molinier, tout ça est bel et bon, mais en fait, on n'annonce toujours pas un âge pivot. Est-ce que c'est bien, c'est normal, ou est-ce qu'on tourne autour du pot ? En fait, il y a 2 réformes dans la réforme. Il y a une réforme par points qui va concerner la génération 75, vraisemblablement pour l'ensemble des travailleurs, et puis peut-être 85 selon ce qui a fuité depuis ce matin pour les régimes spéciaux. Ça, c'est une partie de la réforme, c'est ce qu'on appelle la réforme systémique. Et puis, il y a la question finalement des déficits qui sont devant nous. Et là, je suis pas tellement d'accord avec ce qui a été dit précédemment par l'ancien ministre Christian Eckhardt. Il y a une véritable difficulté qui approche. On est à 4 milliards en 2020 de déficit. On sera, selon le Conseil d'orientation des retraites, entre 7 et 17 milliards d'euros de déficit en 2025. Oui, mais attendez, il a parlé, pardon, excusez-moi, Agnès, c'est important, parce qu'il a parlé de la réserve de la CADES et tout ce qu'il y a actuellement. Il y a des réserves à Agirc-Arrco, ce sont des réserves qui ont été préservées, la plupart, il y a 126 milliards de réserves, qui sont des réserves générées par les économies faites par les travailleurs du privé qui ont géré leurs caisses. Les médecins, les avocats, l'Agirc-Arrco. Agirc-Arrco, je dois vous dire d'ores et déjà, André, qu'il y a un âge pivot depuis 2019. Qui est à combien Mais qui a 63 ans. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez avant 63 ans depuis le début de cette année 2019, eh bien, vous avez un malus sur votre pension. Ça n'a l'air de gêner personne dans ce pays qu'on change les règles du privé et qu'on ne veuille pas le changer pour le public. Les gens de la RATP, de la SNCF continuent à partir en moyenne à 56 ans, à 57 ans. Ceux qui travaillent pour l'État, il y en a énormément qui sont encore en catégorie active et qui partent bien avant 60 ans encore aujourd'hui. Et on trouve ça normal de préserver le contrat qui est passé à l'embauche pour ceux qui travaillent dans le public, mais alors on trouve ça aussi tout à fait normal de changer ce contrat en permanence pour ceux qui travaillent dans le privé et qui vont cotiser et payer des impôts pour financer les retraites plus généreuses de ceux qui ont des modalités. C'est tout le problème privé-public. Mais non, mais attendez, là, il y a un vrai sujet, et cet âge pivot, il est inéluctable. Je dirais même qu'au lieu de faire un âge pivot, c'est pas un âge pivot qu'il faudrait faire dans l'idéal, parce que c'est un peu hypocrite. Il vaudrait mieux aller directement vers le report de l'âge légal, c'est-à-dire on passe de 62
on augmente le nombre de trimestres à ajouter, et puis on passerait à 64 ans en 2025, on passerait à 65 ans en 2028, et ça ne concerne pas la génération uniquement 75. Oui, ça va concerner celle d'avant, c'est ce que dit Jean-Baptiste. Oui. Et ça doit concerner tout le monde, parce que si ça concerne pas tout le monde, on est dans une impasse, et on va être dans l'obligation de faire deux choses potentiellement, contrairement à ce que dit le ministre tout à l'heure. Soit on baisse les pensions en désindexant, en continuant à désindexer comme on a fait ces dernières années. Ça veut dire que petit à petit, on va paupériser les retraités qui sont actuellement à la retraite. Donc ça, c'est si on repousse pas l'âge. Et l'autre élément potentiel, c'est on baisse les salaires des actifs actuels parce qu'on va leur demander de cotiser plus. Hein. Donc, cotiser plus, ça veut dire baisse de salaire. Agnès, juste un moment, écoutez... on va écouter Édouard Philippe qui a pris des engagements, notamment pour tous les Français qui s'inquiètent d'avoir des retraites qui fondent comme neige au soleil. Nous garantirons une pension minimale de 1 000 € net par mois pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Le gouvernement ira même plus loin. Le minimum de pension sera garanti par la loi à 85% du SMIC dans la durée et évoluera comme celui-ci. Et en tout cas, vous avez écouté, on continue à suivre avec vous cette édition spéciale en direct avec Édouard Philippe, le Premier ministre, qui détaille sa réforme des retraites. De nombreuses annonces qu'on décrypte avec André Berkoff, tous ses invités, Christian Eckert, Agnès Verdier-Molinier, Jean-Baptiste Giraud. Et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Continuons à écouter Édouard Philippe qui annonce toutes les réformes sur la retraite, notamment suppression progressive des régimes spéciaux, on l'a dit, point indexé sur les salaires et non sur l'inflation, pension minimale garantie de 1 000 €, maintien de l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. On va en parler, on en parle déjà donc avec le ministre Christian Eckert, avec Agnès Verdier-Molinier et avec Jean-Baptiste Giraud. Alors, juste Jean-Baptiste Giraud, vous avez dit là, hors antenne, vous avez dit au fond la chose importante, c'est cette pension 1 000 €. Enfin, une des choses importantes, mais quand on parle de justice, là, pour le coup, je trouve qu'il y a un sujet de justice, parce que les agriculteurs que je connais bien, eh bien, tous sont au minimum vieillesse, hein, alors qu'ils n'ont pas travaillé 42. Ils ont travaillé 45, 48, 50, 52 ans, et ils touchent 870 €. Et là, annoncer que tous ceux qui sont vraiment tout en bas de l'échelle vont pouvoir bénéficier d'une retraite à 1 000 € net, et en fait c'est pas 1 000 € net, c'est une retraite à 85% du SMIC. Donc chaque fois que le SMIC grimpera, la retraite minimale va augmenter. Donc dans 10 ans, ce sera plus 1 000 €, ce sera plus, ce sera peut-être 1 050, 1 060 €. Et ça veut dire que vraiment les petits, les sans-dents, comme dirait l'autre, ceux qui ne sont rien et qui n'ont rien et qui étaient totalement méprisés en ayant travaillé toute leur vie, et là j'ai parlé des agriculteurs, ça marche aussi pour un ouvrier, un magasinier, toute sa vie au SMIC, une femme de ménage qui a travaillé toute sa vie au SMIC, et bien là, elle ne sera plus contrainte à espérer toucher le minimum vieillesse, mais une retraite qui correspondra à 85% de son ancien salaire. C'est honorable. Oui. Alors, ça, c'est une bonne chose à souligner. Donc, je rappelle, suppression progressive des régimes spéciaux, point indexé sur les salaires, pension minimale. Christian Eckert, vous avez écouté effectivement les annonces d'Édouard Philippe jusqu'ici. En gros, c'est plutôt positif, ou des questions que vous avez posées, on va pas y revenir, mais quand même, sont toujours pendantes? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas trouvé beaucoup de nouveautés et je n'ai pas trouvé beaucoup de précisions dans le discours du Premier ministre. Moi, je veux bien lui donner le temps. Ils ont eu 18 mois, ils ont produit un rapport. Le rapport a été discuté, mais... Là, par exemple, la question des enseignants n'a pas été, pour l'instant en tout cas, traitée. La question de l'âge pivot, j'entends parallèlement à vous-même le Premier ministre, on tourne autour du pot, on dit on va discuter avec les partenaires sociaux. Oui, attendez, Christian Eckert, il dit âge pivot 60, enfin il dit âge 62, mais il dit âge d'équilibre 64. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Je trouve que c'est extrêmement flou. Ouais. Il ne faut pas éluder la question, il faut tout mettre sur la table. Moi, je le dis, c'est un bon sujet, complexe, c'est vrai, démocratique, politique, social, presque philosophique. Mais là, on tourne autour du pot et on n'entend pas, pour l'instant, de choses très précises, un peu
d'engagement, mais complètement flou. Je l'ai dit, le minimum à 1 000 €. Encore faudra-t-il préciser, on dit pour les carrières complètes, pour les gens qui ont été payés au moins au SMIC, toute leur carrière. Mais enfin, en tout cas, c'est un bon engagement. Oui, faut le dire quand même. Faut pas chipoter, là. Ouais. Je suis très critique sur beaucoup de... Ouais. Mais il faut quand même souligner les éléments positifs. Ouais. Et parfois, il y en a quand même un tout petit peu. Mais ceci dit, je le trouve pour l'instant encore très flou. Très flou. Agnès Verdier-Molinier, vous trouvez aussi, vous êtes d'accord là-dessus avec Christian Eckert, que c'est encore le flou ? Le flou vient du fait qu'il y a une position initiale du président de la République pour le maintien à l'âge à 62 ans, alors que ce n'est pas tenable. Ouais. Voilà, il vient de là, le flou. Oui, mais il parle d'âge d'équilibre 64 ans. En fait, ce qu'il implique, c'est que personne partira à taux plein avant 64 ans. C'est ça qu'il est en train de dire, apparemment. Personne. On espère qu'il n'y a pas uniquement ceux du secteur privé qui partiront à 64 ans et les autres qui seront tous avec 2 ans de moins ou voire plus, parce qu'il a commencé à dire tout à l'heure dans son discours que ceux qui sont des fonctionnaires qui finalement ont de la pénibilité, ils pourraient partir 2 ans avant. Donc vraiment, il y a potentiellement, il peut y avoir 2 poids 2 mesures, et c'est ça la grande difficulté en fait de ce débat sur les retraites, c'est que le gouvernement est parti sur une logique d'équité. Il fallait que tout le monde soit à la même enseigne en ayant cotisé 1 €, on ait le même droit au final. Oui, c'est ça le système universel. De mettre des petits coups de canif à chaque fois dans le contrat en disant finalement l'équité, elle sera pas tout à fait équitable pour ceux du secteur privé qui vont porter comme d'habitude les efforts. Et ça c'est pas acceptable si ça se présente comme ça. C'est comme l'idée de compenser totalement pour les enseignants. Mais attendez, c'est hallucinant, parce que les enseignants du privé sous contrat qui enseignent dans les écoles privées sous contrat n'ont pas un statut aujourd'hui public, donc ils n'ont pas des retraites calculées de la même manière que les enseignants du public. Bon, eux, on leur dit depuis des années qu'ils n'ont rien à dire, ils ont des pensions moins bonnes que leurs collègues pour des carrières identiques, on leur demande de rien dire. Et puis ensuite on dit, ah là là, c'est terrible, si jamais on met les professeurs au même niveau que leurs collègues du privé sous contrat, ce sera une grosse perte pour eux. Tout en nous ayant raconté pendant des années, et tous les gouvernements ont participé à ça et à cette, cette histoire qu'on nous a racontée, qu'il y avait les mêmes taux de remplacement dans le public et dans le privé. Il fallait surtout pas en parler. Et maintenant, ce sont les mêmes qui nous disent « Ah non, il ne faut pas nous appliquer les mêmes règles que les gens du secteur privé, parce qu'à ce moment-là, on sera perdant. » Alors, je trouve qu'on nous a raconté beaucoup de choses pour nous faire toujours endosser du côté du secteur privé le surcoût des pensions publiques. Et c'est plus acceptable. Oui, vous faites bien de rappeler effectivement que le secteur privé aussi participe et pleinement et combien effectivement à tout ce qui est à l'équilibre social et à la redistribution. Je voudrais qu'on revienne un moment sur Édouard Philippe et son discours. Pour aboutir, au fond, dans le même esprit, également au premier semestre. Je suis évidemment extrêmement attentif avec la ministre des Solidarités et de la Santé à la situation des aides-soignantes. Il a parlé. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si nous avons souhaité flécher certaines mesures du plan d'urgence pour l'hôpital vers ces professionnels qui sont au front quotidiennement, jour et nuit. Nous savons tous ce que l'hôpital leur doit. Et compte tenu de leur démographie, près des 2/3 des aides-soignantes aujourd'hui en poste resteront dans leur régime actuel. Je veux néanmoins que nous avancions dans 2 directions. D'abord, adapter les seuils sur la reconnaissance de la pénibilité liée au travail de nuit, je l'ai dit, en lien avec la réalité de leur rythme de travail effectif. Voilà. Cela permettra... Édouard Philippe est en train effectivement d'égrener toutes les mesures. On constate quand même, et c'est vrai, ce n'est pas pour aller dans le sens d'Agnès Verdier-Molinier, qu'actuellement ces mesures concernent plus le secteur public que le secteur privé. Il faut quand même le dire, non, Jean-Baptiste ? Oui, d'autant que là, Édouard Juste.
D'autant que là, Édouard Philippe vient d'annoncer toute une série de mesures qui feront de l'universalité brandie comme un étendard en début de discours un non-sens. Il annonce que, par exemple, pour les pompiers et toutes les professions à risque, eh bien, des systèmes de bonus, je ne conteste pas le principe, mais sûr, des tas de systèmes de bonus leur permettront de partir avec des retraites complétées, gonflées pour tenir compte de la spécificité de leur métier. Et après un long discours sur les retraites des enseignants, dans la loi sera inscrit le principe que les enseignants, leurs retraites ne pourront pas être différentes demain que ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles seront rééchelonnées, réétalonnées par rapport à d'autres métiers du secteur public. Donc on va inventer un système universel avec plein de cas particuliers. Ça fait partie en tout cas des exceptions qui sont annoncées par Édouard Philippe à l'attention notamment des catégories professionnelles qui étaient les plus mobilisées, qui manifestaient et qui faisaient grève. Les profs, notamment les policiers qui ont manifesté aujourd'hui ou qui se sont mis en arrêt maladie en ce qui concerne les CRS. Bref, l'édition spéciale se poursuit avec André Berkoff aux manettes sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. Juste après les informations, on récapitulera une bonne partie des annonces. Tout de suite sur Sud Radio. Tenu exactement 60 minutes, il a respecté son horaire. Édouard Philippe vient de terminer effectivement son discours sur les retraites. Que peut-on en dire? On va en parler évidemment toute la journée sur Sud Radio. Mais très vite, je voudrais demander à Christian Eckert. Christian Eckert, qu'est-ce que vous en retenez du discours d'Édouard Philippe? Moi, je reste sur ma faim sur un certain nombre de sujets en matière de précision. Quand on dit on va garantir dans la loi telle et telle chose, je prends par exemple la question des retraites des enseignants, on ne dit pas comment, on ne dit pas dans quel volume. J'entends qu'il y a un calendrier relativement serré puisque le projet de loi devait être adopté au Conseil des ministres fin janvier, le 22, si j'ai bien entendu, qu'ensuite le Parlement sera assez vite saisi, notamment dans le premier semestre et même avant les élections municipales, si j'ai bien compris. Donc, c'est un calendrier serré, mais qui renvoie, par exemple, à des ordonnances. C'est toujours assez frileux lorsque on dit, le Premier ministre l'a dit, que le texte de loi habilitera le gouvernement à prendre des ordonnances. Ça veut dire que le Parlement est quelque part dépossédé. Alors il y a un certain nombre d'engagements. C'est pas nouveau ça, comme vous le savez. On peut accepter qu'il y ait recours à des ordonnances sur des points très techniques, et il y en a, mais il faudra être très vigilant sur la nature de l'habilitation donnée par le Parlement sur les ordonnances. Et il y a beaucoup de choses qui restent quand même très imprécises. On dit, par exemple, on confiera la gouvernance, le dialogue social, etc. Mais on dit, on prendra nos responsabilités si ça n'aboutit pas. Enfin, tout ça est quand même d'une construction très floue. Sur les questions que se posent les Français, je sais pas, mais on repousse la mise en œuvre pour un certain nombre de catégories. Alors, si le système était véritablement meilleur, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on repousse sa mise en œuvre. C'est bien qu'il y a quand même quelques inquiétudes à calmer. Donc tout ça, je crois, devra être précisé dans les jours qui viennent si on veut sortir de cette grève qui, évidemment, ne satisfait personne, et en particulier les grévistes qui perdent du salaire. C'est aussi de temps en temps le rappeler. Oui, merci Christian Eckert, merci. Évidemment, il faut savoir si ce mouvement, effectivement, va s'arrêter, ou en tout cas va diminuer d'intensité suite aux déclarations d'Édouard Philippe. Ça, nous le verrons. Je crois que nous avons déjà des auditeurs avec nous à Sud Radio. Tout de suite, Claude, on vous retrouve au 0826 300 300. Bonjour à vous, Claude. Oui, bonjour. Oui, bonjour André Berkoff et bonjour toute l'équipe. Oui, moi j'ai entendu votre émission depuis à peu près le début, donc je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Christian Eckert et ce qu'avait dit également assez fortement Agnès Verdier-Molinier. Oui. Moi, je crois que si ce que le Premier ministre a dit, c'est ce qui va être définitivement arrêté, ça veut dire qu'il n'y a plus de négociation. Ils ont entendu les partenaires sociaux, ils ont noté, ils ont décidé. Alors ça déjà, moi ça me paraît compliqué pour faire tomber un mouvement de dire bon voilà, maintenant c'est fini, on vous a écouté, on vous a entendu, on a décidé et c'est terminé, on joue plus. Bon, je crois que ça va être compliqué. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le Premier ministre, moi je l'ai entendu à l'époque où il était dans une autre formation politique et dans laquelle ils ont quand même fait beaucoup déjà sur
sur la convergence. Il y a plusieurs mesures de retraite pour la retraite entre le public et le privé qui avaient été pris depuis une dizaine d'années quand la droite gouvernait, notamment sur la convergence entre les régimes spéciaux et le régime général. On aurait très bien pu, plutôt que de préparer un truc, moi j'ai bien compris, en fait Macron il a préparé son programme avec des gens comme lui, c'est-à-dire tous fonctionnaires, ils n'ont pas pris l'avis des gens qui connaissaient vraiment la question des retraites et qui sont les partenaires sociaux. Ils ont décidé ça entre fonctionnaires de Bercy et puis ils ont dit 42 c'est beaucoup, si on en faisait qu'un on serait des génies. Le seul problème c'est que la réalité va leur montrer qu'ils n'étaient pas des génies. Et on va voir ça. Et vous, ce que vous dites, c'est si le Premier ministre est sincère, je le plains. Et s'il n'est pas sincère, mais qu'il est mandaté pour dire ce qu'il a dit ce matin, je trouve que c'est un peu court. Vous pouvez le plaindre aussi, parce qu'à ce moment-là, le mouvement continuera et effectivement... c'est ce que je crains un peu. Effectivement, les convergences ne sont pas terminées. En tout cas, 0826 300 300, on vous remercie d'abord de nous avoir appelé Claude. On retrouve Franck sur Sud Radio. Bonjour à vous, Franck. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je vais être, je dirais, un petit peu plus général. Allez-y. Je crois surtout qu'ils ont perdu tout crédit et toute confiance en leurs paroles. On ne les croit plus. Donc il pourra nous dire quoi que ce soit, sauf s'il est vraiment très précis, mais on ne les croit plus. Ils nous ont menti depuis le début. Je ne vais pas répéter toutes les affaires qu'il y a eu où ils étaient dans les démentis et tout. Le problème, c'est la confiance, elle est rompue. Et là-dessus, personne n'y croira. Personne n'y croira. Pour moi, c'est foutu. C'est plus grand. Il peut annoncer tout ce qu'il veut. On ne les croit pas. On ne les croit pas. C'est intéressant ce que vous dites, Franck, parce que moi, c'est ce que j'ai dit hier, notamment à la télévision et ici, et on se demande, et pas seulement moi, c'est vrai, et j'ai interrogé Jean-Baptiste Giraud là-dessus, on a vraiment l'impression que c'est au-delà des retraites. Moi, c'est un sentiment que j'ai, c'est un feeling que j'ai, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui s'est rompu entre les écouteurs et les écoutés, entre, je ne dirais pas les élites et le peuple, n'employons pas les grands mots, mais effectivement, on a l'impression qu'on n'écoute plus et qu'on n'a plus confiance pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu profond? Parce qu'on a l'impression que si on dépasse un tout petit peu le paysage, on voit que quelque chose est rompu. Et est-ce que ça va aller au-delà de ce que dit Franck? Effectivement, on l'a beaucoup entendu. Ça fait 818 jours que Jean-Paul Delevoye est à la tête du nouveau Conseil d'orientation de retraite, ou plutôt des négociations pour ce système de retraite. 818 jours. Vous vous souvenez, Napoléon, en 100 jours, ce qu'il a fait? Donc 818 jours, c'est énorme. On a... Je ne sais pas si on a écouté pendant 800 jours, mais on a dialogué, rien n'en est sorti, tout le monde est dans la rue, et tout d'un coup, brutalement, hop, on arrive avec des solutions. Et alors, la liste est longue, hein, vous savez, on a commencé à faire une liste des avancées, des reculades qui sont faites par le gouvernement. Je vois par exemple que les rémunérations des enseignants, dont je ne conteste pas le principe au demeurant, vont être considérablement augmentés au cours des prochaines années pour leur permettre justement de bénéficier d'une retraite bonifiée. Pourquoi je dis que ce n'est pas contestable? Parce qu'on le sait, les enseignants dans d'autres pays européens sont bien mieux rémunérés que les enseignants français, donc c'est une mesure juste, mais on sait que cette décision est prise dans un contexte particulier. Ils sont dans la rue. Elle est prise sous pression, sous la menace. Donc, et encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je crois que ça va être le leitmotiv des prochains jours, c'est tout sauf un système universel où tout le monde sera à égalité, puisqu'il y aura tout un tas de systèmes dérogatoires, de bonus, de cas particuliers qui feront qu'on sera tous ensemble dans un bateau. On n'aura pas la même cabine de voyageurs, on n'aura pas la même taille de rame, on n'aura pas le même gilet de sauvetage et on jouera pas la même musique. Il y a eu notamment quelques annonces faites pour les pompiers, les militaires, les policiers, les infirmières qui travaillent de nuit, les agriculteurs qui ont travaillé toute la vie par exemple. Ceux-là font peut-être partie des gagnants, ou au moins de ceux qui s'en sortent à peu près. On continue à vous écouter au 0826 300 300. On retrouve Léo qui nous appelle sur Sud Radio. Bonjour à vous. Oui, Léo, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Jean-Marie. Bonjour. Alors, en fait, moi je suis très partagé, comme je disais, au standard, parce que, bon, s'il n'y a plus un rond, il faut quand même trouver des solutions, bien qu'ils nous en prennent de plus en plus, donc ça c'est un autre sujet, et on voit de moins en moins l'utilité. Après, je vais vous dire, par rapport aux régimes spéciaux, tout ce qui est SNCF,
éducation nationale, etc. Et il faut pas déconner non plus, quoi. Les types, on part à la retraite 55 ans. Je veux dire, j'ai le cas dans ma famille. Il était tellement fatigué, le pauvre, retraite de cheminot, qu'il a pu quand même prendre un boulot à côté. Les profs, on n'en parlera pas. Et après, j'espère une chose, c'est que les personnes qui risquent leur vie, notamment encore nos militaires qui sont morts très récemment, j'espère que là, il n'est pas question de remettre en cause leurs régimes spéciaux. Et alors, ces gens-là, si on y retouche, j'aime mieux vous dire que c'est lamentable par rapport à ce qu'ils vivent quotidiennement, hein, surtout maintenant. Oui. Et après, pour dire pour aller dans le sens de ce que disait l'auditeur précédent, c'est clairement ça, quoi. On n'a plus confiance en eux, comme vous disiez. C'est là l'autre qui parle tout à l'heure, notre Premier ministre, c'est du vent, voilà, c'est toujours pareil. Et alors, je pense qu'on est dans une période où le moindre truc qui va contrarier les Français, ils vont sauter dessus et ça donnera lieu à des manifestations. Ça, c'est un fait. Et après, par rapport à ce que vous disiez quant à ça m'a échappé. Oui, non, ce que vous disiez, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est pareil, c'est inadmissible qu'on prenne sur les trucs, les fonds privés de tout ce qui est avocat, notaire, médecin, etc., les libéraux, pour aller financer, encore une fois, entre guillemets, le public. Enfin, c'est aberrant. Et je comprends pas à quoi ils jouent. Et en plus, n'oubliez pas, mais en plus, il a dit, Christian Eckert, le ministre que nous avions là, l'ancien ministre que nous avions, il y a au total, il faut savoir, une somme de 24 milliards d'euros en valeur vénérale qui est disponible. Il y a de l'argent disponible, en tout cas de la CADES. On ne parle même pas de l'argent privé, du caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est pas vrai qu'il n'y a pas un sou. On nous dit qu'il n'y a pas un sou. En fait, il y a des sous. Et Christian Eckert l'a montré. Le vrai problème, c'est vrai, ce que vous le dites, c'est la confiance. Et cette confiance-là, elle a été, sinon totalement perdue, très ébréchée, très entamée, et on ne sait pas comment comment les gens vont réagir. En tout cas, il y a incontestablement des avancées, c'est vrai, le 1 000 euros, on a dit le 1 000 euros net par mois, etc. 85% du SMIC. Voilà, 85% du SMIC qui augmentera. Donc, on espère en tout cas que vraiment quelque chose sorte de là, mais il y a du boulot à faire, il y a vraiment du pain sur la planche pour Édouard Philippe et pour tout le monde. Et en quelques mots, d'ailleurs, on peut récapituler la fin de ces annonces. Les premiers d'abord à être concernés par cette réforme des retraites complètement par le nouveau système universel, c'est la génération 2004 qui aura 18 ans en 2022. En 2 mots, Jean-Baptiste Giraud, les quelques perdants de cette retraite et les quelques gagnants. Eh bien, les quelques perdants, ce sont ceux qui cotisent beaucoup. Donc, ils vont cotiser encore plus pour beaucoup moins de pensions, ça c'est sûr. Et ils parlent du plafond de 120 000 euros, mais clairement, entre 30 000 ou 40 000 euros de rémunération annuelle et 120 000 euros, eh bien, vous allez cotiser beaucoup plus que ce que vous ne toucherez derrière. Quand on dit 1 euro de cotisation donnera droit, etc. Voilà. C'est pas vrai. Deuxième perdant, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas en détail ce qui va être annoncé, mais pour l'instant, on le sait, les femmes et les couples, d'ailleurs, qui ont eu des enfants, vous l'avez dit, plus ils en ont eu, plus ils seront perdants par rapport au système actuel. Par rapport au système actuel où ils étaient avantagés. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut retenir de toute façon de tout ça, c'est que ce n'est qu'un début. Je ne dirais pas que si le combat continue, ce n'est qu'un début, ce sont des annonces et on verra très vite dans les jours qui viennent. André, il manque un chiffre à tout ça, parce que toutes ces annonces, il n'y a pas de chiffre, mais là, on est en dizaines de milliards d'euros d'engagement de dépenses avec toutes ces promesses qui ont été faites. Et on verra justement, le débat va continuer. D'ailleurs, probablement, on verra bien comment réagissent les syndicats. Cette réforme des retraites, le projet de loi, il arrivera à l'Assemblée nationale ou plutôt au Parlement fin février. Ça nous promet encore quelques jours de grève et de manifestations. Les amis, merci de nous avoir écoutés avec André Berkoff sur Sud Radio pour cette édition spéciale. Merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Christophe Bordet et toute la bande des vraies voix reviendront en détail, en long et en large sur cette réforme des retraites. Ce sera à partir de 17h sur Sud Radio. Mais pour l'heure, nous retrouvons Jacques Pessis dans quelques instants pour les clés d'une vie avec son invité Vincent Niclot. Belle à vous sur Sud Radio.